À l'approche de la fête des morts, en ces temps de brume, Coupeville vous invite à l'épouvante. Le cœur des rois. Lecture d'une nouvelle de Hans Heinz Evers. Épisode 1. À la fin de septembre 1841, le duc Ferdinand d'Orléans rentrait dans son hôtel à Paris, après un séjour à la campagne. Son valet de chambre lui présenta sur un plateau de vermeil le courrier considérable qui s'était accumulé durant son absence, car jamais le prince ne se faisait adresser quoi que ce soit lors de ses déplacements estivaux, même les nouvelles les plus importantes. Parmi ces lettres, s'en trouvait une assez originale, plus que les autres propre à éveiller sa curiosité. Le prince d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe Ier et de la princesse Marie-Amélie de Bourbon, se doute-t-il alors qu'il va pénétrer dans une danse macabre? Dans quelques instants, ce personnage royal va se jeter dans une invraisemblable affaire. Elle le mènera dans un quartier jouxtant le musée du Louvre. Là, il pénétrera dans la nuit profonde d'un atelier sépulcral, sale et sordide, entre de la goule ou de l'esthète rendu fou par la haine et ivre de son art. Sous la plume décadente d'Evers, précurseur de la littérature horrifique, ce petit bijou de nouvelles met en place le climat moral et atmosphérique du roman gothique. Pour vous conter cette ténébreuse légende qui murmure encore de nos jours un sinistre soupçon sur une modeste peinture conservée dans les réserves du musée du Louvre, nous avons invité Rémi Ethuin, comédien et ami de la rédaction, à interpréter cette nouvelle en 2 épisodes. Mais sans plus attendre, écoutons l'extravagante invitation adressée au duc d'Orléans par Martin Drolling. Monsieur, je possède un grand nombre de tableaux de ma main que j'ai l'intention de vous vendre. J'en demanderai un prix élevé et sans précédent, non disproportionné cependant à la richesse que votre famille a volée de toutes parts. Oui, vous jugerez même ce prix modeste, vu la valeur extrêmement élevée, valeur purement matérielle, que mes tableaux représentent pour la maison royale. Aussi me serez-vous reconnaissant de l'occasion que je vous offre, mais je dois commencer par vous dire ce que je pense faire de l'argent que vous me donnerez. Je suis un vieillard, sans famille, sans ambition personnelle, je vis d'une petite rente qui me suffit. Je laisserai donc la somme totale en héritage aux gens de la montagne qui n'oublient pas. Vous savez, monsieur, quelle est cette société ? Ce sont des hommes qui mirent à mort Louis Capet. Le roi, votre père, a naturellement expulsé cette société de Paris et de la France, mais elle a maintenant son siège à Genève, où elle se trouve fort bien. Vous entendrez encore parler d'elle plus d'une fois, je l'espère. Aussitôt donc l'argent reçu, je l'adresserai aux gens de la montagne qui n'oublient pas, sous la condition absolue de le faire servir à la propagande pour le régicide. Cet emploi de votre propre argent ne vous sera sans doute pas très sympathique, mais vous admettrez que chacun a le droit de faire de son argent ce qui lui plaît. Je ne doute pas le moins du monde non plus que cette destination future de vos louis d'or ne puisse vous engager à ne pas acheter mes tableaux. Mais quoi qu'il en soit, vous les aurez. Et j'attends même de vous une lettre personnelle au cachet de la famille royale où vous me présenterez vos remerciements pour mes avances. Martin Drolling. Le sans-gêne de cette lettre, qui ne portait ni date ni adresse de l'expéditeur, fit une certaine impression sur le duc, habitué à d'autres missives. Sa première pensée, que partagèrent ses collaborateurs, fut qu'elle devait provenir d'un malade mental, ce qui n'était qu'à moitié rassurant. Mais cette grande curiosité qui distinguait le duc, et lui avait presque coûté la vie à Alger, le poussa à donner l'ordre à l'un de ses aides de camp de procéder à une enquête. Ce qui fut fait dès le lendemain. L'officier qui en fut chargé, monsieur de Toyon-Geffrard, se trouva bientôt en mesure d'informer le duc que la société des gens de la montagne qui n'oublient pas existait bien réellement à Genève. Le gouvernement français avait dissous la confrérie, quelques-uns de ses membres avaient été mis en prison. À part cela, on n'attachait à la chose que peu d'importance.
Il ne s'agissait que de quelques énergumènes faiseurs de phrases, complètement inoffensifs en somme. Quant à Martin Drolling, c'était un vieux peintre octogénaire, très tranquille du reste, et qui dans son genre de vie ne se faisait remarquer d'aucune façon. Depuis une dizaine d'années, on n'avait plus entendu parler de lui, on ne le voyait plus, car il ne quittait guère son atelier de la rue des Martyrs. Depuis longtemps, il n'avait pas exposé. Dans sa jeunesse, par contre, il avait passablement travaillé et avait produit nombre de bons tableaux, pour la plupart des intérieurs de cuisine. L'un d'eux avait été acheté par l'État et se trouvait au Louvre. Le duc d'Orléans fut assez déçu de ce rapport, qui dépouillait son bizarre correspondant de tout caractère romanesque. Cet individu, remarqua-t-il seulement, semble avoir une haute opinion de l'appétit des Bourbons, pour supposer que nous prenons tant d'intérêt à des intérieurs de cuisine. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de pousser plus loin l'aventure. Mais l'individu semblait sur ce dernier point d'une autre opinion. Car quelques jours plus tard, le duc recevait du peintre une nouvelle lettre, au ton plus impérieux que la première. « Monsieur, il est incompréhensible qu'on ne vous ait pas encore vu chez moi. Je suis un vieillard, je vous le répète, et il vaut mieux pour nous deux terminer cette affaire au plus tôt, car ma mort, événement peu réjouissant mais possible, pourrait l'élucider d'une façon fort inopportune pour vous. Je vous attends donc sans faute demain matin à 11h30 dans mon atelier. Mais ne venez pas plus tôt, car je suis un lève-tard et je n'entends pas changer, même pour vous, quoi que ce soit à mes habitudes. Martin Drolling. » Le duc remit en riant la lettre à son aide de camp. « Allons-nous obtempérer à l'ordre de ce drôle de Drolling ? Pas plus d'indications d'adresse que dans la précédente, mais nous savons maintenant où il habite. Qu'en pensez-vous ? Bah, faites atteler demain, mon cher Toyon Geffrard, mais de façon à être chez lui une demi-heure d'avance. Il sera plus amusant à surprendre dans sa colère. » Le lendemain, sur les 11h, le duc et monsieur de Toyon-Geffrard montaient en soufflant les 4 étages d'une fort sordide maison sur cour. Ils frappaient à une haute porte jaune dont la plaque usée laissait encore déchiffrer ce nom, Martin Drolling. Mais ils frappèrent en vain, rien ne bougea. Ils appelèrent, heurtèrent à grand bruit le chambranle du pommeau de leur canne, toujours rien. Le duc s'égayait vivement de ce siège dont le tapage commençait à devenir infernal. Tout à coup, ils entendirent une petite voix chevrotante. « Qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qui se passe ?»« Il faut se lever, papa Drolling, voilà une visite !» cria joyeusement le duc. « Je me lève quand il me plaît. » Le duc était en excellente humeur. « Enlevons la forteresse !» s'exclama-t-il, et il commanda la charge. Sous leurs grands coups de pied, la porte craquait sur toutes ses jointures. « Hors du lit, dormeur! Oh là, hors du lit !» Une bordée de jurons leur répondit de l'intérieur. Puis, de petits pas s'approchèrent de la porte. « Comme vous voudrez, mais vous n'entrerez pas avant que je ne me sois lavé, habillé et que je n'ai déjeuné. » Le duc eut beau jurer à son tour, rien n'y fit, il fallut se résigner. En désespoir de cause, il finit par s'asseoir avec son compagnon sur la dernière marche de l'escalier. « Bast ! Nous en serons quittes pour connaître aujourd'hui, par expérience, le plus désagréable des supplices, celui de faire antichambre. Mais il faut avouer qu'ici, l'antichambre manque de confort. » Enfin, quelque chose crissa à la porte. On entendit un grincement dans la serrure, un verrou se tira, et la porte s'ouvrit, démasquant un petit homme pâle en costume directoire. L'habit, autrefois élégant, était aujourd'hui sale, fripé et déchiré. La mince physionomie imberbe et sillonnée de rides sortait péniblement d'une énorme cravate noire et s'encadrait d'une quantité de cheveux qui tombaient à profusion. « Je suis Martin Drolling, que désirez-vous ? » « Vous nous avez prié de venir chez vous ce matin, » commença le duc. Mais le petit vieux, l'interrompant, tira de sa poche une lourde montre en argent qu'il mit sous le nez du duc. « Je vous ai prié de venir chez moi à 11h30, pas plus tôt. Quelle heure est-il ? 11h20. Voilà une demi-heure que vous vous livrez à vos stupides plaisanteries. »
pour chacun de mes tableaux, vous me paierez 1000 francs de plus. Voilà qui vous apprendra à vous conduire convenablement. Qui de vous est Monsieur Orléans ?» Au gré de l'aide de camp, le petit vieux allait décidément trop loin. « Monsieur Drolling, fit-il sévèrement en montrant respectueusement le prince, vous avez l'honneur d'avoir devant vous son Altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans. Appelez-le comme vous voudrez, pour moi, vous me permettrez de m'adresser à lui comme il me plaît. Mais qui êtes-vous donc, monsieur? Veuillez vous présenter. » Le duc savoura un instant l'ahurissement de son compagnon, puis dit avec la plus grande amabilité « Permettez-moi, monsieur Drolling, mon aide de camp, monsieur de Toyon Geffrard, premier lieutenant au 2e cuirassier. » Drolling esquissa un petit salut. « Je ne vous connais pas, monsieur, et n'ai aucunement le désir de faire votre connaissance, non plus que celle de vos pareils. Je ne vous ai pas demandé de venir, et je n'ai pas davantage l'intention de vous recevoir. Veuillez donc nous laisser. » Comme la plupart des membres des maisons royales, le duc dépendait de son entourage. Mais il n'était pas assez sot pour ne pas se rendre compte de cette dépendance forcée et la haïr cordialement. Aussi n'était-il jamais si content que lorsqu'il survenait quelque désagrément à l'un ou l'autre de ses acolytes. La façon dont Drolling traitait son aide de camp, si fier de sa lignée remontant aux Templiers, l'amusa tellement qu'il eut peine à ne pas éclater de rire. « Allez, mon cher Toyon, attendez-moi dans ma voiture, monsieur Drolling a parfaitement raison de ne recevoir que les gens qui lui plaît. » Après une profonde révérence, l'aide de camp tourna donc les talons et disparut, fort vexé, du côté de l'escalier. Tandis que le peintre fermait à double tour, le duc examinait l'atelier. Il y avait quelques chevalets vides, de vagues esquisses sur les murs, et jetés çà et là sur des bahuts, des caisses et des fauteuils, un certain nombre de costumes fripés. Tout était poussiéreux, sale. Nulle part le duc ne pouvait apercevoir un seul tableau. Monsieur Drolling enleva quelques vieux chiffons d'un fauteuil de cuir qu'il avança. « Puis-je vous prier de vous asseoir là ?»« Après vous, je vous en prie, » répliqua le duc, décidé à jouer fidèlement cette comédie jusqu'au bout. Mais monsieur Drolling restait debout. « Non, après vous. Je suis ici chez moi, et vous êtes mon hôte. » Le duc s'installa dans le fauteuil. Drolling trottina vers une armoire, l'ouvrit, en tira une magnifique carafe de Venise en verre ouvragé et de verre. « Je reçois rarement des visites, monsieur Orléans. Quand j'en ai, j'ai l'habitude d'offrir un verre de Porto. Buvez! À la table de votre père, au palais, vous n'en avez pas de meilleur. » Il remplit les verres et en offrit un au duc. Puis, levant le sien, il le caressa avec tendresse et but à petites gorgées. Le duc fut obligé d'admettre que le vin était excellent. Monsieur Drolling remplit les verres à nouveau. « Vous m'avez invité chez vous, monsieur, dit le duc, pour me vendre quelques-uns de vos tableaux. Je connais votre genre par votre intérieur de cuisine du Louvre. Avez-vous vu le tableau ? Interrompit le peintre. Comment le trouvez-vous ? Oh, tout à fait bien, complimenta le duc. C'est une très bonne peinture, merveilleusement exécutée. Ces mots eurent un effet différent de celui qu'il en attendait. Ah, cela me prouve que vous ne comprenez rien, absolument rien à l'art. Vous êtes un béotien. Ce tableau est en vérité très peu intéressant, sans profondeur, franchement mauvais enfin. Bien peint, oui, mais cela n'a rien à voir avec l'art. Seul le peau brun et les épluchures ont quelque chose de Louis XIII. Et c'est pour cela que... De quoi ont-ils quelque chose ? Questionna le duc étonné. De Louis XIII, répéta Drolling. Mais peu, bien peu, c'est un de mes premiers essais, un simple balbutiement. Il est désolant que cette croûte vous plaise, monsieur Orléans. Le duc comprit qu'avec ce bizarre petit vieux, la diplomatie ne servirait à rien.
Veuillez me pardonner, monsieur Drolling, si par politesse j'ai essayé de vous en conter. En vérité, je n'ai jamais vu votre tableau du Louvre et n'ai pu juger en conséquence s'il était bon ou mauvais. Je m'y connais très peu en art, beaucoup moins bien qu'en vin. Et le vôtre est vraiment excellent. Le vieillard remplit de nouveau les verres. « Ah, buvez, buvez, monsieur Orléans. Ah, vous n'avez pas vu mon tableau et vous mentiez en m'en faisant compliment. » Il posa la carafe à terre et secoua la tête. « Fi donc, on voit bien que vous sortez d'une maison royale. » Le duc commençait à être assez mal à son aise. Il remua sur son fauteuil et but lentement son vin. « Maintenant, peut-être parlerons-nous de nos affaires, monsieur Drolling. Nulle part je ne vois ici de tableau. » « Vous allez les voir, monsieur Orléans, l'un après l'autre. Ils sont là, derrière ce paravent. » Le duc se leva. « Attendez! Restez assis. Il faut avant tout que je vous explique la valeur que ces tableaux ont pour vous et pour votre famille. » Le duc se rassit silencieusement. « Croyez-moi, monsieur Orléans, ce n'est pas par hasard que je m'adresse à vous. J'ai longtemps réfléchi et je vous assure qu'il me répugne excessivement de savoir que mes tableaux vont devenir la possession d'une famille aussi vile que celle des Valois, Bourbon, Orléans. Mais voyez-vous, l'amateur, même le plus enthousiaste, ne paierait pas pour mes tableaux le prix que les Orléans vont me donner. Et cela compte. Un autre me ferait une offre que je devrais peut-être accepter pour ne pas renoncer à la vente. À vous, je n'ai simplement qu'à dicter mon prix. De plus, en un certain sens, la famille des rois de France a droit à ces tableaux qui contiennent, bien sûr, sous une forme inhabituelle, ce qu'il y a de plus sacré pour votre maison depuis des siècles. Je ne vous comprends pas du tout, dit le duc. Ah, vous allez me comprendre, monsieur Orléans. Mes tableaux conservent les cœurs de la maison royale de France. Le duc eut soudainement l'absolue certitude qu'il avait affaire à un fou. Y avait-il un danger pour lui? À Alger, il avait prouvé assez souvent qu'il ne redoutait rien. Mais involontairement, il jeta un regard vers la porte. « Vous êtes mon prisonnier, monsieur Orléans, comme autrefois le fut votre grand-père. Bon, je supposais que vous auriez peut-être l'idée de vous enfuir, aussi ai-je fermé à clé. Et les clés sont là, dans ma poche. » « Je n'ai pas la moindre intention de fuir, » répliqua le duc, à qui les manières imposantes du petit homme semblaient assez ridicules. C'est vrai. Grand et fort comme il était, c'eût été un jeu pour lui de bousculer ce vieillard qui le considérait comme son prisonnier et de lui prendre ses clés. Enfin, monsieur, vous ne voulez pas me montrer un de ces tableaux? Drolling sauta de son tabouret et trottina vers le paravent. Oui, oui, monsieur Orléans, et je crois même que vous y prendrez un vif plaisir. Il tira de derrière le panneau une assez grande toile, sans cadre, et la posa sur un chevalet, de façon à ce que le duc n'en vît que le dos. Il la nettoya soigneusement avec un torchon, puis cria de la voix stridente des marchands de foire « Voici le cœur d'un des représentants les plus illustres du trône royal de France, d'une des plus grandes canailles que la terre ait portée, le cœur de Louis XI !» À ces mots, il tourna le chevalet, et le duc put contempler le tableau. Il représentait un arbre sans feuilles, aux branches duquel pendaient une douzaine de cadavres dénudés et pour la plupart en complet état de putréfaction. Sur l'écorce noirâtre de l'arbre, un cœur était gravé avec ces caractères L.11. Texte paru en langue allemande en 1907, lecture sur une traduction de Félix Gauthier. Écriture Joséphine Journel, voix Rémi Étuin, conception sonore et montage Julien et Nicolas Bousser.